Bonjour et bienvenue à vos TVC Nouvelles ici à Clarence Rockland. Nous sommes le jeudi 25 février. Je m'appelle Thomas Stockting et je vous amène votre mise à jour régionale. En manchette cette semaine, une mise à jour sur la COVID dans notre région. Une résidente nous parle des coupes à blanc. Des nouvelles chirurgies offertes à Hawkesbury. Le FGA vise à aider les entrepreneurs francophones. Et le conseiller Carl Grimard nous parle des pompiers. Le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario a déclaré que l'administration de la première dose du vaccin contre la COVID-19 aux résidents des établissements de soins de longue durée et des maisons de retraite à risque élevé est maintenant terminée. La prochaine étape pour le BSO est de procéder avec les groupes prioritaires dans les semaines à venir. Cela inclut les deuxièmes doses pour les résidents, puis ils vaccineront le personnel, les patients hospitalisés, les travailleurs de santé de la priorité la plus élevée et les adultes de 80 ans et plus, et cela terminera la première phase. La vitesse de ce déploiement changera avec l'accès du BSO aux vaccins approuvés par le gouvernement canadien. Ces doses seront administrées dans des cliniques mobiles, de masse, au volant et de lieux fixes, et nous vous donnerons des locations locales quand elles seront disponibles. Pendant le point de presse de lundi soir, le Dr Paul Roumeliotis du BSO a adressé les changements de restrictions pour les enfants symptomatiques avant qu'ils aillent à l'école. Nous avons retourné à ce modèle. Vous savez qu'en mois de septembre, on avait commencé avec un symptôme unique et nous avons reculé. On a dit deux parce qu'on trouvait beaucoup des enfants qui avaient un nez qui coulait pour d'autres choses, étaient forcés de rester chez eux et avec les parents. Je pense la raison pour laquelle on a reculé, on a retourné à un symptôme, c'est parce que nous voudrons avoir une prudence surplus, beaucoup plus de prudence cette fois-ci à cause de peur qu'on ne veut pas manquer les variantes. C'est pour ça qu'on le fait. Et je comprends bien qu'avec un symptôme, les enfants doivent rester à la maison et les parents aussi, jusqu'à temps que l'enfant soit testé. Chose qui est différente cette fois-ci, c'est qu'on va être capable d'offrir les tests instantanés, si vous voulez, dans nos 6 centres de dépistage à travers de notre région pour qu'on puisse avoir les résultats le plus vite possible pour qu'on puisse avoir une décision oui ou non. Si c'est positif, en ce moment-là, c'est un cas positif. Si c'est négatif, à ce moment-là, l'enfant pourrait retourner à l'école. Cette semaine, le BSO a également partagé les résultats de la campagne provinciale d'information et d'application des règlements de sécurité. 263 commerces dans la région ont reçu une visite et 59% des commerces n'étaient pas en contravention. Parmi le reste des 41%, 145 infractions ont été observées. La plupart des infractions ont été liées à l'exécution du dépistage, l'exigence de porter un masque et le manque d'un plan de sécurité dans les lieux de travail. Pour voir les résultats en leur totalité, veuillez consulter le site web du BSO ou la page Facebook de TVC 22. La coupe à blanc dans la région locale est récemment devenue une source de préoccupation car des grandes zones de forêt ont été abattues dans les dernières semaines. Une ancienne enseignante d'Alfred Plantagenet a commencé à exprimer ses inquiétudes sur les médias sociaux lorsqu'elle a remarqué qu'une grande partie de la zone boisée près de sa maison avait disparu pendant la nuit. Stéphanie Simard de TVC 22 a rencontré Lisa Saint-Aubin pour discuter de ses inquiétudes et les mesures qu'elle souhaite voir prendre par son conseil. C'était vraiment une question de faire de la recherche. J'ai pas eu de réponse ouverte de la part de nos politiciens et donc je me suis mise à faire de la recherche. Oui, on me donnait des pistes. Écoute, tout le monde se pointait les doigts, on dirait. C'est pas nous, c'est eux. Donc, j'ai parlé à South Nation, j'ai fait un document de recherche avec tous mes contacts, j'ai parlé aux médias. On a fait beaucoup de recherche, si tu veux, à savoir qu'est-ce qui se passait. Donc, je me suis informée auprès des documents, l'official plan. Il semblerait qu'on a des plans pour la région qui
qui devrait gérer nos ressources naturelles avec nos villages, avec nos industries, avec nos entreprises. Il y a des plans, mais il n'y a personne qui a mis en place des règlements pour gérer le tout. Donc, initialement, on me dit, bien, il n'y a pas de règlement, donc on ne peut rien faire. Initialement, je pensais, bon, bien, OK, on va mettre en place un règlement. Donc, j'ai approché le conseil, une rencontre du conseil municipal, et je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous allez faire pour gérer le problème des coupes à blanc? Il y a 3 ou 4 personnes qui ont répondu, les autres n'ont pas répondu, mais c'est revenu à l'idée qu'il faudrait avoir un bylaw. Ian Walker, il m'a dit qu'il allait avoir un bylaw. Mais tu sais, faut qu'il y ait le vouloir politique derrière un bylaw. Je ne suis pas convaincue que c'est là, honnêtement. Donc, petite question. Justement, on est dans un endroit qu'on voit en arrière, la forêt. Donc, ce terrain-là appartient à qui au juste? Est-ce que c'est privé? Est-ce que c'est un commerce? Qu'est-ce que c'est au juste? Bien, c'est ça. Au fil de mes recherches, il y a personne qui me dit à qui appartenait ce terrain-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de fermiers qui ont des terrains, qui défrichent. Mais moi, avec les recherches que j'ai faites, j'ai découvert que ce terrain-là appartient à une compagnie qui s'appelle Bondfield. Bondfield a acheté ce terrain-là en 2019 pour 3,7 millions de dollars. Et moi, ce que j'ai su à ce moment-là, c'est que c'était un terrain de 1300 acres. Donc, Bondfield a fait les recherches, vous allez pouvoir aller sur le site. Ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils approchent les fermiers. Et c'est ce que j'ai été confirmé par la suite de par les fermiers dans la région avec qui j'ai parlé. Donc, Bondfield. Puis, il y a quelques autres compagnies qui font la même chose. Ils approchent les fermiers, ils disent, écoute, vends-nous vos terrains qui sont boisés. Nous, on va défricher ça, puis on va te les relouer. On va relouer ton terrain à toi pour que tu puisses faire de l'agriculture. Bien, j'ai pas vraiment un énorme problème avec ça. Mais si tous les fermiers font ça, on n'aura plus de terrain boisé. Donc, pour moi, ce serait essentiel d'avoir un peu de planification derrière ça. Et une certaine ouverture, une certaine transparence pour la communauté, à savoir... Puis plus tard, bien, ce que j'ai su, c'est que ce terrain-là, il y a des politiciens qui le savaient, que c'était pas 1300 acres, c'était 6000 acres. Donc, ça fait une semaine que je sais maintenant que les gens, les politiciens, les conseillers le savaient. Le conseil le savait depuis 1 an que c'était Bondfield qui appartenait à ce terrain-là et que c'est 6000 acres. 6000 acres. Maintenant, s'ils appartiennent 6000 acres ici et qu'ils font un déboisement comme ça, combien d'autres terrains ont-ils? Combien de terrains ont-ils dans notre région? Et à quel point est-ce qu'on a perdu le contrôle là-dessus? Ça, c'est mes questions. Mais finalement, si on coupe tous nos boisés, puis on se retrouve avec des terres arides, comme dans les années 30, et dans les années 30, c'est pour ça qu'on a maintenant la forêt de la Rose, parce que c'était reconnu comme étant quasiment un désert. Donc, est-ce qu'on veut se retrouver avec une région comme au sud de l'Ontario, où maintenant, ils ont des bylaws pour les arbres, mais que c'est trop tard, parce que c'est développé partout, puis qu'il y a très peu de bois qui reste. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Nous avons contacté le conseiller M. Ian Walker d'Alfred Plantagenet et nous vous apporterons sa réponse sur ce sujet dans les prochaines semaines. Plus à l'est de la région, de nouveaux services sont disponibles pour les résidents de Prescott et Russell à Hawkesbury. L'hôpital général de Hawkesbury offre maintenant des services de chirurgie de remplacement de la hanche et du genou en consultation externe. Une équipe de chirurgiens de classe mondiale utilisant les dernières avancées médicales seront en mesure de pratiquer des chirurgies de remplacement qui ne nécessitent pas l'hospitalisation du patient pendant la nuit. Pour en savoir plus, nous nous sommes entretenus avec la Dr Maranda, médecin en chef de l'HDH, ainsi que le Dr Bollet, chef du service d'orthopédie de l'hôpital de Ottawa et de l'HDH,
qui aussi dirige ce projet. Donc, Dr. Maranda et Dr. Bollé, merci beaucoup de m'avoir joint ici à TVC 22 ce soir. Nous sommes là pour parler sur les nouvelles chirurgies qui vont être offertes à l'hôpital à Hawkesbury. Donc, tout d'abord, commençons au début. Quelles sont ces chirurgies qui seront maintenant disponibles pour les gens de la région? Bien, merci beaucoup, Thomas. Grand plaisir d'être avec toi ce soir, avec Dr. Maranda. Écoutez, c'est un parcours qu'on a commencé il y a peut-être 18 mois, 2 ans, où l'équipe de l'hôpital d'Hawkesbury, Dr. Maranda, M. Leboutillier, nous a approchés pour essayer de mieux desservir la population d'Hawkesbury au niveau des problèmes musculo-squelettiques. Et puis, nous ont dit, oui, on embarque avec vous, mais nous autres, on y va à 110 %. Alors, toute l'équipe d'orthopédie, incluant l'hôpital d'Ottawa et l'hôpital des enfants, se sont engagés dans ce processus. On a commencé à faire par des cliniques à l'externe pour mieux connaître la communauté, les besoins, aussi connaître l'équipe, mieux reconnaître l'environnement. Et puis, par après, on a commencé avec des chirurgies mineures de court séjour, enlever des vis qui dérangeaient après fracture ou des arthroscopies simples. Et tout ça a culminé au mois de décembre l'an dernier avec des chirurgies de remplacement de hanches et de genoux avec mon collègue Dr. Dervin en ambulatoire, en court séjour, c'est-à-dire le patient quittait la journée même. Ça a demandé un effort majeur au niveau investissement financier pour l'hôpital d'Hawkesbury, préparatif de tout le personnel infirmière, les anesthésistes, revoir nos protocoles, aussi trouver les implants, les amener à Ottawa, préparer l'équipe, la stérilisation. Je dois mentionner le gérant du bloc opératoire, Michael Flahau, qui a été hors pair pour amener l'équipe et soutenir tous nos besoins. Et donc, on a commencé ça au mois de décembre, un grand succès. Maintenant, on est là 3-4 fois par semaine à faire des journées au bloc. On fait des chirurgies de pieds et chevilles. On fait des fractures simples pour desservir des personnes de la région. Des arthroscopies d'épaules, de hanches et de genoux. Alors, ça va très, très bien et on a un soutien incomparable de l'équipe d'Hawkesbury au niveau des anesthésistes, personnel infirmier et toute l'administration. Et j'ai même amené j'ai un fellow qui vient de la France et qui passe une année avec nous et il adore découvrir le Canada et tous les endroits et la francophonie hors Québec. Alors, c'est une expérience culturelle qui est très positive à plein de niveaux. Et en parlant de chirurgie qui vont être offertes en ce moment dans l'avis de presse, il s'était mentionné qu'il y avait les dernières avancées médicales. Donc, parlez-nous un petit peu de ces avancées, comment ça va bénéficier les patients et quels risques ça peut poser. Bien, ce qu'il y a vraiment avec une collaboration de l'hôpital d'Hawkesbury et leur soutien, on a acheté des implants, des instruments de fine pointe pour faire la chirurgie où on ne détache pas les muscles. Et ça permet à ce moment-là, surtout que le nouvel implant est mis, le patient peut immédiatement fonctionner comme à la normale, sans douleur. Et aussi amener des implants tout nouveaux au niveau du genou qui viennent de dernier cri, qui permet au patient de retrouver un fonctionnement beaucoup plus facile, avec moins de douleur et avec un fonctionnement plus grand qui aussi leur offre une longévité de 20 ans, 25 ans à l'implant. Donc, c'est ça qu'on parle. Et aussi des techniques opératoires assez avancées au niveau de l'arthroscopie, de l'épaule, de la hanche et du genou. Alors, vraiment, de tous les instruments de fine pointe pour vraiment permettre aux patients de retourner à leur vie active d'une façon très prévisible et rapide. Et Dr. Maranda, comme nous avons discuté un petit peu hors caméra tout à l'heure et on avait parlé de chaque chirurgie, tout ça, ça pose toujours un petit risque tout le temps. Donc, cette équipe, cette nouvelle clinique, est-ce que c'est 24 heures s'il y a une complication pendant la chirurgie? Est-ce que si une personne doit revenir en plein milieu de la nuit, est-ce que l'hôpital Hawkesbury peut gérer ces personnes-là? Absolument. Alors, l'équipe d'orthopédie, comme Dr. Bollé a dit, vient à l'hôpital 2 à 3 ou même 4 fois par semaine. Alors, ils sont souvent présents. Mais nous avons un hôpital avec une bonne équipe, une grande équipe de hospitalistes et d'urgentologues qui sont très à l'aise à gérer les complications. Mais c'est plutôt notre collaboration avec les spécialistes de la région qui nous aident.
Nous avons une plateforme électronique qui est unifiée. Alors, c'est très facile de les rejoindre, de regarder un dossier ensemble, de faire des visites virtuelles et d'avoir un appui de nos collègues à Ottawa. Alors, c'est vraiment la collaboration qui nous aide le plus. Et en tant que les personnes qui peuvent accéder à ces chirurgies, est-ce qu'il y a des personnes qui peut-être ont des en anglais, c'est comorbidity, je pense qu'en français, c'est comorbidité. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui ne peuvent pas accéder à ces chirurgies de jour en ce moment? Il y a des critères. Il y a des gens qui sont mieux placés pour avoir une chirurgie d'un jour, mais la majorité rentrent dans les critères. Ce qui nous aide, encore une fois, la collaboration avec Ottawa, c'est que si nous avons une patiente ou un patient qui ne rentre pas dans les critères, au moins on sait comment les rediriger. Et nous avons des collègues, des spécialistes à Ottawa ou autres places même qui peuvent prendre en charge ces patients. Et nous pouvons quand même être une partie de l'équipe, comme faire les visites préopératoires, les suivis post-opératoires à Hawkesbury. Alors, c'est vraiment, la majorité vont être capables d'être faites à Ottawa, excusez-moi, à Hawkesbury, mais même sinon, on sait comment les gérer. La toute nouvelle Fédération des gens d'affaires de l'Ontario a récemment annoncé qu'elle offrira des services et des activités aux entrepreneurs et entreprises francophones pour les aider dans la relance économique après la pandémie. Nous avons parlé à Richard Kempler, le directeur général de la FGA, de ce qu'ils peuvent offrir et pourquoi il est si important d'avoir une organisation qui représente les intérêts des entreprises francophones. J'aime à citer Michel Serres. On est en milieu minoritaire, on est francophone. Quand on est francophone en Ontario, on est bilingue. On est donc biculturel. Et Michel Serres disait, quand on est l'héritier de deux cultures, on est plus que la somme de ces deux. Le fait de se compter en franco-ontarien, ce n'est pas uniquement de faire des affaires entre franco-ontariens, c'est d'apporter une lentille francophone à l'économie ontarienne en général. Et il a été prouvé par Statistique Canada que quand vous êtes francophone, vous apportez un plus à la croissance économique. Et non seulement on le fait au niveau de l'Ontario, parce que déjà, aujourd'hui, on s'en est rendu compte sur le terrain, il y a énormément d'organismes qui jouent sur le domaine de l'économie, mais en réalité, à part quelques grands organismes comme l'ASO, le Conseil de la coopération de l'Ontario ou la Fondation franco-ontarienne qui, eux, ont une action pan-provinciale, eh bien, très souvent, c'est local. Nous, ce que l'on fait à la FGA, c'est d'apporter les bonnes pratiques régionales à l'échelle de la province et de donner à l'ensemble de nos membres la possibilité de bénéficier des meilleurs services, des meilleurs outils et des meilleures relations pour pouvoir faire des affaires. Mais ça ne s'arrête pas là. Si on ne traite qu'entre francophones, on touche 700 000 personnes, entre 625 000 et 711 000, suivant le calcul que vous faites, sur une population de 14 millions. Donc, toute notre communication est bilingue, notre site web est bilingue, quartier d'affaires sera bilingue à CAB de Bimatch. Donc, toutes nos opérations visent à augmenter le trafic et augmenter le commerce en Ontario, au sens large et au-delà de l'Ontario, puisque en tant que tête de pont francophone en Ontario, nous attirons des étrangers francophones, l'OIF, 300 millions de personnes, un entrepreneur belge, camerounais ou français qui veut s'installer en Amérique du Nord, et bien l'Ontario est au cœur du principal marché de l'Amérique du Nord, 500 km de Chicago, etc. Donc, comme vous dites, ce n'est pas pour séparer les commerçants francophones, c'est pour créer une plateforme pour que les commerçants francophones dans notre région puissent accéder à d'autres marchés aussi. Donc, vous avez parlé un peu des ateliers qu'il y avait en place, surtout vous avez utilisé 6 ateliers pour les femmes entrepreneurs et tout ça. Donc, s'il y a un entrepreneur de la région qui écoute en ce moment et qui veut vous contacter, quels sont les ateliers? Vous avez vos premières activités qui sont lancées récemment. Donc, quelles sont les activités et les ateliers que vous devrez peut-être, pardonnez-moi l'anglicisme, recommand pour qu'ils aillent voir? Alors, pour les recommander, allez voir sur fedefranco.ca, service aux membres, et vous allez voir aide à l'entrepreneuriat féminin et vous avez le descriptif de tous les cours. Ils sont gratuits. Je parle de cours, ce sont plus des ateliers. Encore une fois, ce n'est pas un webinaire. Ce sont des professionnels dans leur secteur qui partagent leurs outils, leurs trucs, leurs astuces, leurs meilleures pratiques pour concrètement arriver à faire une différence et avoir des résultats dans la gestion quotidienne
d'une petite entreprise. Donc, allez sur faitesdesfranco.ca, rubrique service aux membres, cherchez aide à l'entrepreneuriat féminin et vous trouverez le descriptif. Et finalement, M. Kempler, est-ce que vous avez une capacité maximum d'entrepreneurs et d'entreprises dans la région que vous pouvez aider? C'était une très bonne question. Nous avons, comme je vous l'ai dit, été financés par le ministère des Affaires francophones. Le financement se termine au 31 mars. Évidemment, à partir du 1er avril, la fédération continue, la FGA continue de croître. Et je ne vous ai pas encore cité le troisième axe de croissance de la FGA, qui sont des missions commerciales et des missions de partenariat. Nous avons rencontré nos homologues, donc des organismes à but économique francophones au pays. Ça va de l'Association franco-yukonaise à la Chambre de commerce francophone de Halifax, en passant par le C2A en Alberta et naturellement à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, nous tissons toute une série de partenariats avec nos homologues de façon à donner une ouverture beaucoup plus grande aux entreprises et entrepreneurs franco-ontariens sur l'ensemble du pays. Donc, nous allons continuer à développer notre activité. Aujourd'hui, nous ne parlons pas en termes de capacité maximale. Pour vous faire un aveu, le premier atelier était surbooké, encore une fois en bon français. Donc, nous avions prévu un numerus clausus pour les membres et puis il y a eu une telle demande qu'on était obligé d'accroître la capacité de notre atelier. Aujourd'hui, nous sommes en phase de test et de démarrage. Donc, nous cherchons surtout nos marques. Nous cherchons nos références. Comme je l'ai dit, nous avons un mois d'existence, un mois et demi d'existence. Les premiers programmes ont été lancés concrètement il y a maintenant moins de 15 jours. J'espère que le problème qu'on aura, c'est justement de dire mais comment faire devant cet afflux de demandes pour gérer la demande. Donc, pour le moment, pas de problème de limitation de capacité. Ça sera un problème qui sera peut-être bon d'avoir à l'avenir. Ça prouvera qu'on a réellement rempli notre mission, de remplir justement notre mission d'avoir des services au service des entrepreneurs et des entreprises franco-ontariennes. Et finalement, la semaine dernière, lors de notre nouvelle émission Dans ton quartier, j'ai parlé au conseiller municipal, M. Carl Grimard, des derniers investissements dans le service d'incendie, alors que le centre de formation régional ici à Clarence-Rockland continue d'agrandir. Voici un extrait. Et pour voir l'épisode complet, rendez-vous sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. On a eu l'annonce par le gouvernement provincial que l'école provinciale des pompiers allait fermer. Alors maintenant, on doit se tourner à un endroit pour faire l'entraînement. Et ce qui se produit, c'est à la grandeur de la province. On a, je crois, une vingtaine de centres régionaux d'entraînement. Et nous, on en avait commencé un. Alors, au lieu d'avoir à payer à déplacer nos pompiers, on va continuer d'investir. Depuis que le centre d'entraînement régional est ouvert, on a eu plus de 200 pompiers qui sont venus faire différents types d'entraînement. Et même en pleine pandémie, en 2020, on a eu 71 pompiers qui sont venus s'entraîner des 7 des 8 municipalités du comté de Prescott-Russell. Alors, il y a un énorme besoin et tout le monde est extrêmement heureux. On entend les commentaires des divers chefs de pompiers de la région. Ils ne perdent pas leur personnel pour 3-4 jours, les frais de voyagement, l'hôtel et tout. Alors, même nous, nos propres pompiers, on a économisé près de 87 000 $ en gardant nos pompiers ici et en les entraînant ici. Donc, c'est simple. En seulement une année, bon, ça nous coûte un certain montant pour débuter, mais on va récupérer cet argent-là et on va définitivement avoir des revenus additionnels qui vont venir parce que les gens, les pompiers des autres municipalités vont devoir payer pour venir ici. Mais eux aussi, ils sont gagnants car ils n'ont pas besoin de s'en aller à des endroits comme Gravenhurst ou encore des grandes villes. Et évidemment, l'avoir ici, pour nous, c'est une bonne chose. Comme vous dites, les gens ne doivent pas voyager ni rien comme ça. Mais par contre, il y a des différences entre les prix. Je sais que ça n'a pas été finalisé en ce moment, mais si j'ai bien compris, c'était chaque station, chaque département d'incendie dans la région devait payer à peu près 60-70 $ par pompier pour les faire entraîner, parce que le Collège des pompiers de l'Ontario payait la plupart des frais. Donc, en ce moment, même l'avoir local, ça coûte 300-400 $. Ça, c'est sans rester l'accommodation, comme on dit en anglais, pardon, et à manger, les restaurants et tout ça. Donc, c'est de 70 $ jusqu'à 400 $ même maintenant. Donc, cette différence de prix, est-ce que ça vaut la peine? Bien, nous, ce qu'on demande maintenant au gouvernement provincial, et on a adopté une motion, on veut dire au gouvernement provincial, l'argent que vous mettiez dans chaque individu, envoyez-le au centre régional d'entraînement. Donc, il y en a 20. On a surtout dit,
n'autorisez pas d'autres centres d'entraînement pour qu'on ait une surpopulation de centres d'entraînement. Nous, on est établi, on est quand même assez récent. Et ce qui est plaisant, c'est qu'on a des pompiers d'expérience. Souvent, il va y avoir des pompiers d'Ottawa qui vont être à la retraite. Ils peuvent venir sous contrat comme instructeurs et même les nôtres qu'on a ici sont extrêmement qualifiés. Alors, ce qu'on dit au gouvernement provincial, l'argent que vous mettiez au collège, les salaires que vous payez au collège, divisez ça entre les 20 centres d'entraînement et ça va nous permettre, ou continuer de donner le même montant que vous donniez aux pompiers pour qu'ils restent au même prix. À ce moment-là, les pompiers qui vont venir chez nous, qui sont dans la région, n'auront pas d'hôtel à payer, pas de transport, pas de nourriture. Ils vont pouvoir retourner chez eux à tous les jours. Et donc, cet argent que vous allez investir dans les nouveaux centres d'entraînement locaux, les centres de formation locale, pardonnez-moi, est-ce que l'argent que vous allez récupérer de la part des autres municipalités qui envoient leurs pompiers ici va payer pour ça? Est-ce que vous allez gagner de l'argent pour pouvoir investir dans d'autres départements ou est-ce que c'est plus un break-even? Je ne suis pas un expert dans le calcul des chiffres. Mon expertise n'est pas la formation en combat des incendies. Je pense qu'on a une équipe ici qui va être capable de figurer. Il est certain et qu'il faut faire du rétablissement des coûts, donc ça doit coûter quelque chose. Ce qu'on veut, c'est avoir un centre d'entraînement régional qui est à la fine pointe de la technologie et que nos pompiers de la région au complet, et même, j'ai même eu des nouvelles, il y a des pompiers qui viennent de l'extérieur de la région pour venir ici parce que c'est disponible, c'est une belle communauté, c'est un bel endroit et l'équipement est très bon. Alors, c'est sûr qu'on va regarder à récupérer les coûts et ça coûte quelque chose, entraîner nos pompiers. Les gens le savent et on va agir comme ça. Il y a toujours des gens, il va toujours y avoir des gens dans n'importe quelle communauté qui vont dire peut-être dans les dernières années, depuis peut-être 2014, il y a beaucoup d'argent investi dans les pompiers. On a des nouvelles casernes de pompiers, on a des centres d'entraînement de formation locale et maintenant on a cette centre containerisé aussi. Donc, est-ce que vous pensez que ça vaut vraiment la peine d'avoir autant d'argent dépensé dans les pompiers? Bien, je crois qu'une ville qui grandit va avoir besoin de nouvelles infrastructures. Alors, on voit que les camions qui sont ici, il y a 40, 45 ans, qui est à peu près même un petit peu plus vieux, l'ancienne caserne, il faut avoir les installations. Et on est bien sûr, le service de pompiers à la grandeur de l'Ontario et du Canada, on est régi par des directives provinciales et fédérales qui nous mandatent d'avoir certaines pièces d'équipement pour répondre aux incendies. Alors, on doit répondre à ces normes-là et ces normes-là doivent être respectées. Alors, est-ce que ça coûte cher? Oui. Mais est-ce qu'il faut offrir le meilleur service à nos résidents en cas d'urgence? Absolument. Alors, c'est un équilibre. On achète le bon équipement qui répond aux besoins et on est conscient que ça coûte cher, mais avoir des services d'urgence, aujourd'hui, c'est très dispendieux. Donc, c'est tout pour cette édition de TVC Nouvelles. Si vous souhaitez en savoir plus sur les entrevues de ce programme, vous pouvez en regarder la plupart dans un format un peu plus long sur notre chaîne YouTube. Nous sommes également constamment à la recherche de volontaires et de journalistes civils. Alors n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous impliquer. Si vous pensez qu'une histoire locale nécessite plus d'attention comme d'habitude, laissez-moi savoir. Vous pouvez me rejoindre par courriel à nouvelles avec un S à la fin @tvc22.ca ou par téléphone au 613-446-6037, poste numéro 4 ou bien sûr, trouvez-nous sur l'une de nos chaînes de médias sociaux. Passez un très bon week-end, Clarence Rockland, et je vous rejoindrai la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.